toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une légende vivante qui a littéralement changé le monde avec son invention au 3W. Mais qui est vraiment Tim Berners-Lee, le père du web, rôle modèle à suivre? Et aujourd'hui, c'est Guillaume Gralet qui a une idée derrière la tech tout court. D'ailleurs, Guillaume, tu vas nous parler d'une révolution en marche, celle de l'hydrogène. Ouais, c'est assez marrant. Alors, on n'est pas encore totalement, mais c'est assez prometteur. Et puis, vous allez voir, ça va aussi dans les airs que sur la mer. Waouh, on est prêt à partir en voyage avec toi. Apprendre à apprendre, du sport, des maths, des langues vivantes, des écrans à la vraie vie. Les startups de la tech ont des solutions. Pour en parler avec nous aujourd'hui, en plateau, Nathalie Paquet. Nathalie, vous êtes la cofondatrice et CEO de Sporty Papers. Vous nous direz comment vous mettez justement les expériences augmentées au service de l'éducation au sport. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en deuxième partie, on sera rejoint par Youssef Zakaria, CEO et cofondateur de Meet in Class. Il nous dira comment démocratiser le soutien scolaire. Mais d'abord, focus. Il a ouvert les portes de l'information quand le mur de Berlin chutait. Ce révolutionnaire de 1989, c'est Tim Berners-Lee. Édouard Denuot revient sur la carrière du père du World Wide Web. Tim Berners-Lee a changé la face du monde à tout jamais. Il n'était pas beau ce lancement. Cet informaticien anglais est né en 1955 et c'est à lui qu'on doit l'invention du World Wide Web, plus connu sous les termes www. Après avoir obtenu son diplôme à Oxford, Tim Berners-Lee travaille tout d'abord en tant que concepteur de logiciels dans une entreprise américaine. En 1980, il travaille pendant plusieurs mois au Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN. C'est pour ce laboratoire que Tim développe des logiciels qui seront à la base de la fondation du web. Il commence par travailler pour son usage personnel sur un logiciel de stockage d'informations grâce à la technique de l'hypertexte. De 1981 à 1984, il intègre la société Image Computer System pour laquelle il développe plusieurs programmes informatiques. De retour au CERN en 1984, il travaille à la conception de méthodes permettant aux ordinateurs de pouvoir se partager des informations. En 1989, Tim Berners-Lee se lance dans le développement de ce que le monde entier connaît aujourd'hui, le www. Cette année-là, il propose un projet au CERN qui consiste en la création d'un système international de documents qu'on appelle des liens et qui utiliserait Internet. Le but est alors de permettre aux chercheurs de communiquer les résultats de leurs recherches et de leurs méthodes sans avoir à toujours s'envoyer des mails, mais plutôt à les mettre en ligne, les rendant ainsi disponibles pour tous. Le web vient de naître. En effet, la proposition a été validée par le CERN et le phénomène web devient rapidement mondial. À partir de 1990, Tim Berners-Lee et son équipe développent également les trois principales technologies du web, les adresses web ou URL, l'Hypertext Transfer Protocol et l'Hypertext Market Language. La création du web a marqué un tournant fondamental dans le monde informatique et a révolutionné l'histoire. La carrière exceptionnelle de Tim Berners-Lee lui a valu de nombreuses et prestigieuses récompenses à travers le monde. Le magazine Time l'a classé en 1999 parmi les 100 personnalités les plus importantes du XXe siècle. Il a également reçu plusieurs récompenses des mains de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Et on est de retour évidemment sur le plateau de l'école du futur. Sir Tim Berners-Lee, c'est une légende, je le disais tout à l'heure, une légende vivante du web. Nathalie, il évoque quoi pour vous? C'est un père fondateur, il a fait beaucoup de choses et c'est amusant aussi de voir l'historique, comment ça a été inventé, pour qui à la base, et après comment ça a essaimé à travers le monde et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et j'ai vu que vous avez fait une émission sur les métaverses, donc on va très loin. Absolument. Guillaume, Tim Berners-Lee qui a été anobli, qui est donc Sir Tim Berners-Lee, évidemment le père du web, mais surtout qui aujourd'hui a un regard beaucoup plus critique sur sa création que lorsqu'il l'a inventé il y a 30 ans. Ouais, c'est ça, il veut toujours garder en fait les idéaux du début et c'est ça qui est vraiment très sympa. C'est un homme absolument formidable que vous connaissez bien, vous avez interviewé Marjorie, c'est quelqu'un de timide et ce que je trouve très sympa, c'est que le web, c'est en grande partie, on voit aussi avec d'autres personnalités comme Robert Caillot, une aventure européenne. Et pour la petite histoire, le CERN, donc, qui est basé à Genève, il se dit, en tout cas les Français aiment bien penser que
peut-être que le web a été inventé sur le sol français, puisqu'il y a une partie du CERN qui est basée, située sur le sol français. Et Tim Berners-Lee qui continue à préparer le futur du web, puisque sa nouvelle aventure s'appelle Inrupt et Solid, qui mise donc sur le Web 3 dont tu nous parlais il y a à peine quelques jours sur ce plateau, Guillaume. Allez, on va comprendre comment utiliser les écrans et l'immersion pour faire du sport. Vous allez voir, ce n'est pas du tout antinomique, et ce sera même une démonstration à suivre. Et cette start-up qui nous met le pied à l'étrier en matière de sport, c'est la vôtre, Nathalie Paquet, Sporty Papers, qui veut pimenter la pratique sportive par le jeu. Mais comment exactement ? Eh bien, c'est très simple. On utilise les codes du jeu vidéo, les codes du jeu de manière générale. On joue depuis notre enfance pour amener les gens à bouger, à faire du sport. Donc, on a une application qui va permettre de bouger et on va récupérer les mouvements de son corps à travers le smartphone, la caméra de son smartphone. Et ensuite, ça va être retranscrit sur l'écran de l'ordinateur à travers un petit avatar qui fait exactement nos mouvements et donc qui nous embarque dans des aventures. Ça a l'air simple comme ça, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de technologies qui se cachent dessous. Puis des jeux vidéo qui veulent nous faire bouger, on en connaissait d'autres. On peut se souvenir par exemple des titres de Kinect chez Microsoft il y a quelques temps, Just Dance ou Ring Fit Adventures pour Switch et Nintendo. Concrètement, qu'est-ce qui fait la différence avec votre techno à vous ? Eh bien, quand on a décidé de développer Sporty Papers, c'est cette application, effectivement, on a regardé ce qui se faisait et on s'est dit, ouh, il y a du lourd. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut amener le grand public, et justement, le grand public, comment on va le toucher ? On va le toucher en utilisant ce qu'il a chez lui. Donc, la plupart des gens ont un ordinateur et un téléphone. Et on s'est dit, il faut utiliser leur support pour amener les gens à faire du sport en bougeant. Et donc, on va s'adresser au grand public parce que si vous prenez l'exemple de Nintendo, c'est un coût de départ d'achat. Donc, on est quelque part déjà un peu gamer si on veut acheter. Et après, on se met au sport. Quelque part, c'est un peu ça le circuit. Alors que nous, on est très grand public. On se dit, n'importe qui peut essayer. C'est facile d'accès. Et pourquoi deux supports ? Parce que justement, c'est grand public et donc pas besoin du smartphone dernier cri et pas besoin de l'ordinateur dernier cri. Oui, l'idée, j'imagine, c'est de s'adapter à tous les publics, parents comme enfants, pour pouvoir faire du sport. Et je crois justement que l'idée, elle est née pendant le Covid, comme beaucoup d'idées finalement. Oui, c'est ça. Pour l'histoire, en fait, on faisait précédemment, avant le Covid, un escape game sportif. Donc une salle immersive temps réel, on faisait du vélo, rameur, chest press box, on devait se rendre sur Mars en 1 heure. C'était un escape game, donc collectif, et avec la Covid, tout a fermé. Et on était une start-up, on ne pouvait pas faire le dos rond. On s'est dit comment est-ce qu'on peut amener tout ça en ligne et quel est le besoin en ce moment ? C'était la connexion. Donc on a créé, le premier jeu est multijoueur parce que comment est-ce qu'on peut se connecter tous ensemble et jouer ensemble de chez soi, mais en même temps de manière collective et sociale. Guillaume. Ce qui est super intéressant, c'était déjà vous valoriser des appareils électroniques déjà existants, il n'y a pas besoin d'en racheter de nouveaux. Et puis en fait, vous faites rimer avatar avec sport. Et en fait, on se demande, vous avez créé en fait un métavers avant l'heure. Si le métavers, le plus intéressant, c'est pas celui qu'on vit tous les jours. C'est la petite réflexion que j'ai aujourd'hui. Et l'avatar, pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, dans un jeu vidéo, on augmente son avatar, on lui achète des habits, des skins, des choses comme ça. Et en fait, nous, on prend le parti qu'on s'augmente aussi, puisqu'on fait du sport pour le bien-être. C'est pas forcément du sport intensif, c'est de se dire se sentir bien dans son corps. N'importe. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on se sent bien dans son corps, justement, grâce au jeu de Sporty Papers ? Il y en a 2, je crois, ça y est, qui sont disponibles. Un qui s'appelle Fast Libero et l'autre Winter Rush. Notre corps devient la manette, démonstration peut-être ? Ah oui, avec grand plaisir. C'est Nathalie qui devient la manette Attention. de façon extrêmement pragmatique sur donc ce là, plateau. je choisis mon jeu, donc je vais choisir Fast Libero. Je peux jouer partie en ligne, donc à plusieurs. Ça va aller chercher d'autres joueurs en ligne. Et pour aller plus vite, je fais le mode solo, donc je lance la partie. Et donc je vais devoir, attention, courir sur place et squatter. Et après, je devrais courir, sauter. On fera pas tout, c'est un 7 minutes workout. Donc voilà, là je cours. On est avec vous, vraiment on vous supporte. Et là je squatte, voilà, et je suis passée en dessous. Voilà. Tout ça grâce au Et si je passe pas, voilà, mais attendez, je vais vous en faire un sans passer dessus. Voilà, et hop, je me prends l'obstacle. Clairement, l'obstacle porte bien son nom. Il y a quelqu'un qui arrive derrière moi. D'accord. Voilà. Et plus je cours vite, plus mon personnage court vite. Voilà.
Bel exercice de cardio. Ouais, ça marche bien. Heureusement, on n'a pas aussi mal que si on se prenait la barrière. Encore. Exactement. Belle démonstration, en effet. Chaque partie dure combien de temps ? Alors celle-ci, c'est un 7 minutes workout. C'est sur le principe justement de faire du cardio. Donc c'est pour ça, on saute, on court, on squatte. Progressivement, 3 étapes, on a quand même le temps de respirer entre. Et Winter Rush, moins sportif, plus fun, on est vraiment sur du mouvement gauche-droite. Sur du ski et on fait du ski depuis son salon. Donc on est sur ses skis, on fait des mouvements gauche-droite, on récupère des cadeaux et on prend le tremplin en faisant des squats. Moins sportif. Sans avoir besoin de mettre de chaussures, c'est ça qui est sympa. Exactement. Ouais. Sans avoir besoin de mettre de chaussures, mais vous avez quand même dû vous mettre dans les chaussures des coachs sportifs et des sportifs justement pour pouvoir inventer ces programmes. Comment est-ce que ça se passe, cette collaboration justement avec ces coachs-là ? Comment est-ce qu'ils vous accompagnent pour déterminer ensemble le parcours sportif idéal sur ces 7 minutes de partie ? Eh bien, en fait, on se met tous dans la même pièce, on fait un grand brainstorming, toute l'équipe, plein d'idées de jeux, etc., pour que, en fait, les coachs s'imprègnent aussi de notre manière de faire des jeux, les différentes phases d'un jeu. Et en fait, après, le coach va travailler avec le gameplay programmeur et le game designer. Et ils vont élaborer autant un mouvement sportif, qu'est-ce que ça peut rendre en mécanique ludique. Typiquement, là, je squatte, je me baisse, j'évite un objet, pour prendre un exemple. Et après, on va travailler tout le parcours. C'est-à-dire que quand on fait un programme sportif, y a des moments, on le sait tous, on est à fond, et après un moment où on chute un peu plus, où l'effort est plus difficile, et là, on va travailler justement la progression comme dans un jeu vidéo, comme dans une histoire, avec des perturbations, avec des choses comme ça qui vont nous attirer aussi à nous dépenser plus. Donc on a plein de petites mécaniques comme ça et c'est vraiment travailler avec le coach. Oui. Et vous utilisez donc les ressorts, les codes du jeu vidéo pour nous faire bouger. C'est ce qu'on appelle la gamification. Attention, point de définition. Ça fait 10 ans que vous travaillez sur le concept. Qu'est-ce qu'on peut gamifier ? On peut tout gamifier, tout rendre ludique ? Oui, moi je pars du principe qu'on peut tout rendre ludique et la gamification en fait, vous la voyez tous les jours sans savoir que c'est forcément ça. Je vais prendre un exemple tout simple, mais un formulaire qu'on remplit sur un réseau social ou autre. En fait, il y a la logique de progression, c'est-à-dire que souvent on nous marque, on visualise une progression. J'en suis à l'étape 1, l'étape 2, etc. Ça, c'est quelque part de la gamification. Ouais. On ne va pas dire qu'on fait un jeu, on est en train de faire un questionnaire, on est en train de répondre à un questionnaire, mais exactement, il y a le côté récompense, là où j'en suis, la progression, et bien sûr la récompense, le reward à la fin. Donc de la récompense, de l'engagement aussi, on arrive à augmenter le niveau d'attention et d'engagement de l'utilisatrice et de l'utilisateur, qui peuvent être aussi des enfants pour le coup, pour apprendre à mieux faire du sport. Alors nous, dans notre cas, c'est pas forcément le mieux, on le cherche aussi, mais c'est le côté s'embarquer pour un public qui se dit c'est pas pour moi le sport, c'est trop compliqué. Aller dans une salle de sport, courir dehors, c'est déjà un pas qui peut être chez certains énorme. Et donc on s'est rendu compte aussi quand on est venu à la maison de se dire qu'il y a le petit cocon familial, personne me regarde, en même temps je suis connectée, il y a un côté social, et ça va justement me donner envie d'en faire plus. Et la gamification est là pour faire du pas à pas. En fait, pour le premier pas, tiens, c'est marrant, ça fait poète, etc. Le deuxième pas, etc. Et à force, il y a aussi des niveaux de gamification en fonction de l'engagement de la personne, si elle est plus ou moins engagée. Et quand on vous propose justement cette expérience augmentée, encore une fois, vous êtes une spécialiste de l'immersion, Nathalie, augmenter l'expérience et aussi pouvoir placer l'utilisatrice, l'utilisateur en situation d'acteur, reprendre la main justement sur sa séance ? Exactement. Alors dans le sport en particulier, mais des fois aussi dans l'apprentissage, on a ce côté un peu rébarbatif, redondant, on doit se répéter les choses. Enfin, je prends l'éducation, des fois il faut se répéter certaines choses pour les apprendre. Le sport, il faut se répéter certains mouvements. Et en fait, justement, en embarquant ça, en lui ajoutant soit tout simplement un gain à la fin, si j'ai fait ça, j'ai gagné ça, etc. Ou l'embarquer, c'est ce qu'on appelle aussi le storytelling, l'embarquer dans une histoire. Et il est en train de courir, mais non, il est en train de sauver le monde. Tout de suite, on a beaucoup plus envie de courir.
courir pour sauver le monde. Absolument, c'est une grande idée, absolument, Guillaume, tu as bien raison. Comment est-ce que du coup on arrive à pouvoir faire passer des informations pédagogiques tout au long du gameplay, du parcours de jeu, là encore une fois de ces utilisatrices et utilisateurs? Je crois que vous aimez dire que attention, Sporty Papers, c'est surtout pas un serious game, mais c'est un jeu qui permet quand même de pouvoir répartir cette pédagogie tout au long de la séance. Tout à fait. Alors, on l'a pas encore fait au sein de Sporty Papers, mais comme vous disiez, ça fait 10 ans qu'on travaille dans ce domaine. Et en fait, dès qu'on met l'utilisateur en position d'acteur, et ben en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. Au niveau cérébral, je vais agir et ça va avoir une répercussion sur ce que je fais. Et au niveau du corps aussi. Et en fait, sur ces deux paramètres, toutes les études le montrent, on apprend beaucoup mieux en fait. Donc pour nous, ça a toujours été depuis 10 ans un enjeu de faire passer de l'information, donner de l'information à des moments clés, parce que justement dans la gamification, on sait quand la personne est vraiment attentive, pas attentive, etc. Et lui faire quelque chose, elle va apprendre quelque chose en le faisant et pas juste lui dire au fait c'est bien de faire ça et de le faire. Donc ça c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans, et avec Sporty Papers on veut aussi faire ça, puisque on est en train de courir, on peut, je prends 2 exemples, on peut découvrir une région, on est en train de faire des mouvements et en même temps on découvre une région, et on peut faire passer des informations mathématiques, etc., faire 15 pas, j'invente là avec vous. Mais c'est bien, brainstorm, j'adore faire le brainstorm des prochaines étapes de Sporty Papers. on peut faire un jeu où lié à la géographie, on peut faire des jeux où on va donner des informations à des moments clés où et ça, c'est ce qu'on avait fait dans l'Escape Game aussi. On devait se rendre sur Mars. Et en fait, on donnait des vraies informations scientifiques sur Mars, le temps de séjour, le temps de jour pour y arriver, etc. Là où vous disiez vrai, on ne dit pas serious game, parce que serious game, il y a des objectifs pédagogiques, il faut atteindre des paliers. Nous, on est un peu le côté teaser on a envie de donner de l'information, donner l'envie d'apprendre, et après d'aller ailleurs pour avoir plus d'informations. Voilà, on n'est pas un serious game en tant que tel. Et ce sont des teasers qui sont basés sur l'interaction aussi entre joueurs. Est-ce que vous dites que vous voulez casser le contexte habituel du jeu vidéo en solo pour remettre de l'interaction dans l'écran et au-delà même de l'écran, avec un vrai objectif, 33 000 utilisateurs et utilisatrices d'ici la fin de l'année 2022, c'est atteignable? Alors, on s'est donné un bel objectif. Si on l'a mis, c'est qu'on pense que c'est atteignable. On va l'atteindre de plein de manières. D'une part, on fait des partenariats avec des marques pour justement s'appuyer sur leur communauté. Et eux, ils amènent ce jeu, ils amènent le bien-être à leur communauté. Et la communauté, en plus, va pouvoir partager les scores, parce qu'on adore partager son score sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là aussi des moments où on peut faire passer de l'information. Et donc, voilà, via des partenariats, via des concours. On organise aussi, et ça marche bien, avec un commentateur e-sportif qui commente les parties en cours. Donc on a, comme sur Twitch, comme un peu en e-sport, on n'est pas du e-sport, mais on prend des connes où en fait des gens sont en train de faire des parties, et un commentateur e-sportif qui commente les parties en cours, et donc on peut être aussi spectateur. Toujours l'accès au plus grand nombre, ça passe aussi par des gens qui n'ont pas envie de faire tout de suite, mais qui ont envie de regarder dans un premier temps et dire mais en fait si, j'ai envie de faire. Et ces interactions, elles sont même appelées à se développer au-delà de l'écran, au-delà de l'univers numérique. Je crois que vous travaillez notamment en ce moment à une mise en forme, un partenariat avec Paris 2024, c'est bien ça? Tout à fait. 2024, c'est demain. Et le principe, c'est plusieurs choses. C'est non seulement mettre en mouvement, on utilise beaucoup les Jeux Olympiques pour justement mettre en mouvement. Donc c'est un biais, il y en a plein. Et aussi, un axe, pour reprendre ce que vous disiez sur l'éducation, c'est de se dire aussi que c'est une manière, nos jeux, de découvrir des nouveaux sports. C'est-à-dire qu'un peu comme les tests de personnalité, plus je fais des squats, plus on va dire, tiens, vous êtes très agile, regardez tel et tel sport, mettre en avant l'agilité. Et donc, pour nous, c'est aussi un biais de médiation, de découverte des sports, que ce soit... Alors, les enfants, ils sont dans une période où ils peuvent découvrir plein de sports. Les adultes, c'est un peu plus compliqué quand on arrive adulte à vouloir faire un nouveau sport. Donc c'est aussi ça, c'est casser les barrières et faire découvrir
si on le pratique ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, découvrir des sports. La chance de la découverte grâce à Sporty Papers et de la pratique sportive qui va au-delà de l'écran. On l'a bien compris, Nathalie, vous restez avec nous. Évidemment, tout de suite, on va aller voir ce qui se passe du côté de la planète tech. Des images, des vidéos qui nous amusent, qui nous énervent ou qui nous donnent justement envie de nous engager. C'est tout de suite avec Cheryl Jessica Isengé. Hold up. Hold up. Well, hello there. Welcome to the Social Wall. If you want to support this winery, make a post on Instagram using the 2 hashtags above for a chance to show up right here. Well, hello there. Jul, simpelthen. Det er det drejer sig om. Jeg vil tro, at Jesper Hansen er nok det svageste led, de har. Så efter 5 minutter, 10 minutter, 10 kilometer, så lang tid som muligt, så lang tid som overhovedet muligt, så når vi nok til det punkt, hvor Jesper Hansen han skal begynde at sidde over, som det hedder. Og det Hi. Can you speak in Greek? Okay, let's see. Hold up. Et on est de retour sur le plateau de l'école du futur, bien évidemment, toujours avec Nathalie Paquet, cofondatrice et CEO de Sporty Papers. Hello Nathalie à nouveau. Et on est cette fois-ci en duplex avec Youssef Zakaria. Youssef, vous êtes le fondateur de Meet in Class. Bonjour à vous. Bonjour. On va reprendre justement cette discussion parce que vous le voyez, les startups de la tech ont des solutions à apporter aujourd'hui dans l'école du futur. Meet in Class, c'est une success story. Depuis 2017, cette plateforme met en contact profs et élèves pour démocratiser le soutien scolaire. Youssef Zakaria, cette plateforme, évidemment, c'est la vôtre. Comment est-ce que l'idée est née ? C'est né en 2017, quand une maman m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit « Bonjour Youssef, je sais que tu as fait une très bonne école d'ingénieur, que tu as aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai pas les moyens de payer un cours de soutien avec toi. Donc, est-ce que tu as une solution à me proposer pour que mon enfant bénéficie de ce cours à un prix abordable ?» Et donc, ce que j'ai proposé à cette maman, c'était de partager le cours de soutien avec un élève que j'avais déjà. Et ça faisait que c'était un cours 2 fois moins cher. Puis 5 minutes après, elle me rappelle, elle me dit « Youssef, j'ai trouvé un 3e élève. Est-ce que c'est possible de partager par 3 le prix du cours ?» J'ai dit « Allons-y ». Et puis, c'était mes premiers cours en mini-groupe qui ont très, très bien marché. Ensuite, on a testé des cours à 3, des cours à 4, des cours à 5. On s'est rendu compte qu'à partir de 5, ça commençait à devenir une classe. Ce n'était plus très personnalisé. Et donc, du coup, Meet in Class, c'est des cours de maximum 4 élèves. Et en fait, on s'est rendu compte que même pédagogiquement, ce n'était pas que le prix qui était intéressant. Il y avait un intérêt, une dynamique de groupe qui fait que quand un élève comprend quelque chose, il explique à ses camarades et tout le monde comprend mieux. Celui qui prend l'info et celui qui la donne, en fait, ils comprennent mieux entre eux que quand c'est le prof qui discute. Et donc, vraiment, c'est l'histoire derrière Meet in Class. Et aujourd'hui, en résumé, on a à peu près 5000 élèves qui ont pris des cours Meet in Class. Donc, ça répond à un vrai besoin des parents. 3000 élèves inscrits à ce jour, 5000 professeurs sélectionnés. Je crois qu'il y a une base de 46 000 candidats professeurs pour pouvoir justement s'engager sur Meet in Class. Comment est-ce que vous sélectionnez ces enseignants ou ces enseignantes ? Quels sont les critères pour justement pouvoir donner cours sur Meet in Class ? Alors, on a la chance d'avoir une offre très intéressante pour les professeurs parce qu'ils sont rémunérés jusqu'à 48 € l'heure, ce qui est juste très... En fait, personne ne rémunère les professeurs aussi bien. Et donc, ça nous permet d'être plus sélectifs. Et donc, dans nos critères de sélection, on a 4 étapes. La première étape, c'est qu'on vérifie un dossier du professeur avec des documents, un casier judiciaire, une carte d'identité, avec le parcours du professeur, etc.
Une fois que le professeur soumet ce dossier, la deuxième étape, c'est un test. Donc on vérifie qu'il maîtrise la matière qu'il va enseigner, mais aussi le niveau. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser tout le programme du niveau enseigné pour pouvoir donner des cours dans ce niveau-là. Et ensuite, il y a une formation de cours à 4, parce qu'un cours à 4, ce n'est pas la même chose qu'un cours à 1, ni qu'un cours à 10 ou à 30. Et donc l'idée, c'est vraiment de les former à notre méthode. Et évidemment, les profs peuvent aussi utiliser leur méthode, mais en tout cas, on ne les laisse pas dans une page blanche. Et enfin, il y a un entretien pédagogique. Donc on vérifie que le professeur est capable d'enseigner. Et une fois que le professeur fait toutes ces étapes-là, et si son niveau est convaincant, on le certifie. On appelle ce prof-là un prof certifié Meet in Class. Et aujourd'hui, tous nos profs certifiés peuvent donner des cours à 4 et peuvent être rémunérés jusqu'à 48 € l'heure. Le label Meet in Class pour les profs certifiés. Vous le disiez, 4 élèves, c'est le chiffre magique finalement de Meet in Class. C'est celui que vous avez réussi à déterminer pour qu'il y ait une interaction aussi entre les apprenants et les apprenantes. Comment est-ce que ça se déroule exactement? Comment est-ce que justement chacun, au cours de la session avec son professeur référent, peut devenir acteur aussi et actrice d'une session Meet in Class? Alors déjà, 4, c'est le nombre maximum. C'est-à-dire que s'ils sont 5, on fait 3 et 2. Donc on ne va jamais faire des cours à 5. C'est comme ça qu'on le définit. Et donc en fait c'est le maximum 4. Et quand ils sont jusqu'à 4, le prof a le temps d'aller voir les autres élèves quand un élève réfléchit. C'est-à-dire que quand j'avais un élève seul, ce qui se passait, c'est que je croisais les bras comme ça et que j'attendais qu'il fasse ses exercices. Parce que si je les fais à sa place, ça devient un assisté et ce n'est pas du tout l'objectif d'un cours de soutien. Et du coup, quand ils sont 2, 3 ou 4, on profite du temps de réflexion d'un élève pour aller voir les autres. Et puis, en fait, ça laisse le temps nécessaire pour réfléchir par soi et nous, on vient débloquer l'élève quand il bloque. Et du coup, en fait, quand il y a un élève qui comprend quelque chose, c'est là le Graal, on va en profiter, on va dire « Allez, tu expliques à tes copains ». Et en expliquant, on voit qu'il y a des choses qui sont vraies, mais des choses qui doivent être corrigées. Et quand on les corrige dans ce contexte-là, ce contexte où l'élève est acteur, en fait, l'élève se rappelle beaucoup plus longtemps et mieux, se rappelle mieux du concept qu'on vient de lui expliquer que si on l'expliquait dans un cours magistral au tableau. Donc, c'est vraiment un aspect pédagogique du petit groupe qu'on ne retrouve pas ni dans la classe de 30, ni dans le cours à 1 où le prof est un peu plus encouragé à faire les exercices à la place de l'élève, et ce qui n'est pas du tout bien pour l'élève. Et cette méthode Meet in Class, vous avez dû la répatrier en visio pendant justement les premiers mois de la pandémie de Covid. Est-ce que l'interaction se déroule différemment, forcément, avec un écran par rapport à la façon dont vous pouvez stimuler ce groupe de 4 élèves? C'est vrai que grâce ou à cause du Covid, on a eu une activité de cours en visio. Mais après le Covid, après en tout cas les restrictions sanitaires, on a encore 50% des cours qui se passent en visio. C'est-à-dire que c'était un vrai besoin. Et effectivement, les cours en groupe se passent parfaitement dans ce type-là. Évidemment, si c'était des groupes de 10, ça n'aurait pas marché. Déjà en présentiel, c'est compliqué, mais si on devait le faire en visio, ça serait encore plus compliqué. Par contre, justement, le fait que ce soit des tout petits groupes de maximum 4 élèves, donc 2, 3 ou 4, fait qu'en visio, ça se passe très très bien. Et surtout, en fait, grâce à la visio, on peut avoir des professeurs de toute la France. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur prof national en face de soi, même si on est dans un village au fin fond de la France. Et donc, on peut vraiment avoir une qualité de cours qui est impressionnante en visio, autant qu'en présentiel. Et je vois ici en plateau Nathalie Paquet qui plus-soit vos paroles. En effet, l'idée aussi de pouvoir avoir cette médiation du numérique pour offrir cet éventail de cours, ça permet aussi de pouvoir offrir les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants et enseignantes pour l'ensemble de ces apprenants et apprenantes, Nathalie. Alors nous, dans notre contexte, c'est vraiment des jeux, donc ils n'ont pas accès au coach, etc. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est d'amener à la maison la richesse. Et ce que j'aimais bien aussi dans ces propos, c'est l'idée de la confiance, en fait. Qu'un groupe à plusieurs, en fait, que l'élève qui se sent, qui a fini et qui va expliquer aux autres, il y a vraiment un double bénéfice à celui à qui il apprend, comme tu l'as juste
justement dit, il apprend mieux. Et aussi, celui qui restitue l'information est ultra importante. Donc, cette dynamique de groupe est très intéressante, que ce soit en physique et en virtuel. Il y a toujours des choses à aménager, mais effectivement, on touche le monde entier. Oui, l'interaction et l'engagement, justement, qui peut se faire à plusieurs. Youssef, vous avez été un des candidats remarqués cette saison, pour cette saison 2 de Qui veut être mon associé sur M6. Médiatiser et démocratiser le soutien scolaire, c'est aussi donner une chance aux familles qui n'oseraient pas sauter le pas, parfois. Oui, justement, parfois il y a des familles qui n'osent pas pour plusieurs raisons. Soit ils croient que en fait, l'école est suffisante, ce qui est parfois vrai, mais parfois pas vrai. Notamment quand on a des classes nombreuses, avec toute la bonne foi du monde, un professeur ne peut pas gérer 30 élèves, surtout quand c'est des élèves qui viennent de milieux différents, qui ont des niveaux différents. À un moment, il faut choisir, est-ce qu'on va accompagner les 10 premiers de la classe, les 10 derniers de la classe ou les 10 au milieu. Alors que dans justement un cours à 4 ou un cours individuel, ça répond aussi aux besoins, on peut répondre aux besoins très spécifiques de chaque élève. Et du coup, c'est très complémentaire à ce qui existe déjà dans l'éducation nationale. Et d'ailleurs, la plupart finalement des familles aisées ont des enfants qui ont de meilleurs niveaux scolaires, malheureusement, que les autres, pour la simple raison qu'ils sont accompagnés à côté de la classe. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à l'école. Après l'école, il y a un grand frère, il y a un parent, il y a une tante, un oncle qui va s'asseoir avec l'élève et qui va l'aider, qui va lui apprendre des choses. Et en fait, cet apprentissage à côté de la classe, c'est juste naturel. C'est comme ça que tout le monde apprend. On a toujours eu des petits groupes, on s'asseyait autour du maître d'une discipline pour apprendre une discipline. Et ben c'est pareil pour les maths. En fait, si on passe 2 heures par semaine, toutes les semaines, avec un prof qui a fait par exemple Polytechnique, ben on a un peu plus de chance de faire Polytechnique quelques années plus tard. Et en gros, c'est un peu l'idée qu'on a voulu faire passer à travers notre passage chez Qui veut être mon associé. Évidemment, on cherchait des investisseurs. Ça n'a pas marché exactement comme prévu, mais c'était quand même intéressant pour plusieurs personnes qui nous ont regardé. Ils ont beaucoup aimé les négociations qui se sont déroulées parce qu'on avait quand même des propositions intéressantes. Mais en même temps, il y a aussi tout le message de Meeting Class qui a pu passer. Et d'ailleurs, je remercie énormément l'équipe de production de M6 parce qu'ils ont vraiment laissé le cœur de notre message pour qu'il passe aux parents, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui ont compris l'intérêt du petit groupe et qui se sont directement inscrits dans des cours Meeting Class. Et ça valait vraiment le coup. Et ils ont compris aussi la mission qu'on porte, parce qu'évidemment, le fait de garder des cours aussi peu chers, c'est quelque chose qui parfois mettait le doute chez les parents. Parfois, ils disaient, c'est quoi l'arnaque en fait ? Est-ce que c'est vraiment des cours à 15 € l'heure ? Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque dans l'histoire ? Et le fait qu'on soit passé à la télé montre que finalement c'était crédible et que ça existe, que ça s'explique, c'est juste des petits groupes. Et c'est quelque chose de très important. Pas d'arnaque dans Qui veut être mon associé, mais aussi dans l'école du futur, bien évidemment, vous en doutez. Vous portez haut ces valeurs républicaines, on l'entend justement dans votre discours et celui de Meeting Class, particulièrement la valeur d'égalité. Ça veut dire quoi ? Que le numérique, ça peut être un outil efficace d'égalité scolaire, un facteur d'égalité scolaire en soi ? Clairement, il y a un facteur d'inégalité qui est très frappant. C'est quand vos parents ont fait Sciences Po ou HEC ou Polytechnique, vous avez un peu plus de chances de refaire la même réussite. Quand vous ne les avez pas, en fait, les chances sont très minimes. Et grâce justement à des outils comme Meeting Class, on peut avoir accès à un polytechnicien ou un centralien très facilement en 2 clics à 15 € l'heure. Et du coup, ça baisse effectivement les inégalités. Il y a même des parents qui ne sont pas capables de payer des cours à 15 € l'heure, même pas parce qu'ils ont encore moins les moyens que ceux qui peuvent les payer, et qui ont vu des cours financés par leur mairie, par leur commune, par une fondation qui a choisi de financer nos cours, et qui a fait que même ces élèves-là qui ne pouvaient même pas payer les 15 € l'heure, qui étaient 3 fois moins chers que ce que faisaient les autres agences de cours de soutien, ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Donc oui, c'est un outil contre les inégalités et pour l'égalité en éducation. Après, évidemment, il y a d'autres choses à faire. Il faut que des fondations viennent financer des cours. Il faut vraiment que beaucoup de choses se fassent en parallèle, mais en tout cas, nous mettons tous nos moyens possibles pour y parvenir. Et justement, vous définissez Meeting Class comme une start-up sociale. Nathalie, pour Sporty Papers, là aussi, ça a une véritable définition concrète, précise, parce que le social, le collectif, ce sont aussi des valeurs et des outils d'engagement sur lesquels vous misez. Oui, tout à fait. Après, on l'exprimera de manière très fun et
fait exprès. Mais moi, j'ai fait des études de sociologie et je reviens toujours à Bourdieu et son capital culturel. Le principe que ce soit gratuit, alors je prends le capital culturel, mais que ce soit gratuit de rentrer dans un musée, ne fait pas qu'on rentre. Et ça a été dit justement précédemment, qu'en fait, c'est pas pour moi. Et le c'est pas pour moi, c'est vraiment une barrière qui est psychologique et qu'il faut accompagner ces gens. Et justement, nous, par notre solution, comme on vient dans le salon et comme on vient par le jeu, en fait, on dédramatise la pratique sportive et donc à un accès plus grand nombre. La sociologie est un sport de combat. On revient toujours à Pierre Bourdieu, c'est évidemment. Est-ce que le futur de l'éducation passe par la gamification, en tout cas celui de l'EdTech? Vous misez sur le ludique pour nous aider à apprendre, à réapprendre le sport, Nathalie. Youssef, est-ce que pour vous aussi, cette gamification, ces ressorts justement des codes du ludique, du jeu vidéo, ça peut aussi aider à finalement mieux apercevoir, entre-apercevoir ou donner des clés pour décoder le parcours pédagogique d'un apprenant, d'un élève? Déjà, bravo à Nathalie, parce qu'effectivement, le produit est très intéressant de proposer du sport au salon. Je trouve ça magnifique. Et puis, effectivement, je pense que plus on joue, plus on apprend. C'est très connu que si les lionceaux ne jouent pas en tant que petits, ils apprendront jamais à chasser. Et donc, c'est par le jeu qu'on apprend en tant qu'humain aussi. Et du coup, en fait, dans les entretiens pédagogiques de nos profs, on va vraiment voir la capacité d'un professeur à vulgariser. Et c'est en vulgarisant qu'en gros, ça peut être par du jeu, ça peut être par des exemples très concrets. C'est par exemple quand on compare des X en maths à des bananes ou à des pommes, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus accessible aux élèves et ça fait qu'à la fin, ils se rappellent mieux, ils comprennent mieux. Donc clairement, je suis pour la gamification, que ce soit à travers nos cours ou à travers d'autres outils, notamment dans le sport, comme l'outil de Nathalie. Guillaume. Oui, très rapidement. Non, mais ce que je trouve très intéressant dans la démarche de Youssef, il explique très bien qu'il y a des inégalités d'accès au savoir, parce que justement, comme vous dites, Nathalie, on s'interdit des choses. Et en fait, lorsqu'on lit Michel Desmurger, donc que j'aime beaucoup, le neuroscientifique lyonnais, La fabrique du crétin digital, il explique également qu'il y a une inégalité dans le rapport qu'on a avec les écrans. Et que les familles modestes vont davantage être victimes de rester trop longtemps inactives devant les écrans. Donc c'est une manière en fait de réconcilier l'écran et une activité sportive. Je trouve ça super intéressant. Merci. Youssef, justement, réconcilier les familles avec les écrans, ça aussi, c'est une des missions de Meet in Class. Je rappelle que Meet in Class propose justement ce soutien scolaire pour les programmes de la 6e jusqu'à la terminale, si je ne m'abuse. Oui, pour la visio, c'est principalement de la 6e à la terminale, mais on a aussi des cours de primaire, du CP au CM1, au CM2, pardon. Et du coup, oui, en fait, que ce soit en visio ou en présentiel, il faut que les parents et les élèves soient capables d'utiliser des écrans. Et c'est quelque chose de plus en plus simple, parce que dans un cours à 4, c'est pas comme en classe, quand il y a eu le premier confinement, c'était très difficile aux professeurs d'organiser l'information pour tous leurs élèves. Quand c'est un cours à 4, un professeur, il a des outils nécessaires, il a une tablette graphique, il a tout ce qu'il faut, il a les numéros de téléphone de tous les élèves, il peut les contacter individuellement, il peut les contacter en groupe, et on donne plein d'outils pour que les professeurs puissent donner un cours parfait, mais aussi pour que les élèves puissent suivre et ne pas avoir du tout de retard, que ce soit dans leur cours ou après le cours. Youssef Zakaria, Meet in Class ou comment démocratiser le soutien scolaire. Merci infiniment d'avoir fait un tour dans l'école du futur. Merci à vous pour l'invitation et bravo pour l'émission. Merci beaucoup. On reste en plateau, Nathalie, vous restez avec nous parce que, évidemment, on va partir dans la tête, presque derrière la tech même, de Guillaume Gralet. Et cette semaine, Guillaume, tu nous emmènes dans un voyage à travers l'hydrogène. Alors tu carbures à l'hydrogène et tu as décidé de nous emmener d'abord en mer parce qu'il y a un bateau là aussi qui nous permet de continuer d'apprendre à apprendre sur les énergies renouvelables pour le coup qui s'appelle Energy Observer. C'est un bateau laboratoire. Pourquoi est-ce que ce bateau mise en particulier sur l'hydrogène ? Il mise sur l'hydrogène parce que lorsqu'on écoute les scientifiques, c'est une énergie
presque parfaite. Alors on va essayer de faire une petite démonstration. L'Energy Observer, on le connaît un tout petit peu, il a été mis à flot en 2007, il a littéralement parcouru le monde, et dans cette Energy Observer 2, qui sera mise à flot en 2025, eh bien, il y a une promesse, celle d'arriver au premier navire marchand à zéro émission. En réalité, eh bien, ce navire va permettre de transporter 5000 tonnes de fret, l'équivalent de 240 containers ou encore 480 voitures, c'est littéralement gigantesque. Son moteur en fait va s'appuyer sur des piles à combustible alimentées par l'hydrogène, donc qui est un gaz non toxique, non corrosif, non polluant. Il va également s'appuyer sur des ailes de propulsion qui, elles, vont tourner grâce au vent. Et la promesse est d'arriver à une trentaine de jours d'autonomie. C'est pas neutre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, 95% de nos marchandises transitent sur les mers. Et puis, on a cet objectif très louable de l'Organisation maritime internationale de réduire en fait le transport maritime international de 40% à horizon 2030, de réduire l'intensité carbone de ce transport. Donc c'est-à-dire de continuer à utiliser les bateaux, mais que ce soit des bateaux de plus en plus propres. Et j'étais très surprise par la nouvelle maquette de Energy Observer 2, car on ne va pas vous mentir, avec Guillaume, on connaît bien Energy Observer, puisqu'on a notamment eu l'occasion de pouvoir monter à bord sur la version catamaran. Donc en effet, j'étais assez surprise par cette version de transport maritime. Transport toujours et hydrogène toujours, parce que cette fois-ci, on prend la direction de Toulouse et d'Airbus pour essayer de comprendre comment l'hydrogène peut être appliqué aux avions. Oui, ici, il faut s'intéresser à l'aventure de Beyond Aero. On a un peu l'impression de revenir au tout début de l'aviation, de voir ce petit avion qui pourra à terme accueillir entre 6 et 10 personnes et qui va s'appuyer à la fois sur de l'hydrogène et de l'énergie électrique. En réalité, on doit, entre autres, cette innovation à un cerveau, une tête très bien faite, celle d'Éloi Guillotin, diplômée de Berkeley, HEC Polytechnique. Elle est convaincue que ce qu'on a réussi à faire avec Tesla en s'appuyant sur l'électrique dans la voiture ou dans le spatial avec SpaceX, on peut y arriver dans le secteur aéronautique. La start-up surtout veut, là où certaines maquettes d'avions électriques vont s'arrêter à quelques centaines de kilomètres, arriver à une autonomie de 1850 km. Ça permettra de relier Paris à Berlin, Londres à Varsovie, Milan à Barcelone. Il reste encore à régler l'équation du prix, mais c'est extrêmement prometteur. Et je parlais d'Airbus aussi, notamment, j'avais anticipé sur ta réponse, Guillaume, parce que Airbus est en train justement de mettre au point, là aussi, ses propres maquettes, design et prototypes d'avions bas carbone, et il pourrait aussi miser d'ailleurs sur l'hydrogène. On a parlé bateau, on a parlé avion, les voitures, alors qu'est-ce que ça donne ? Je croyais qu'il y avait déjà des voitures à hydrogène en circulation. Alors, il y a déjà des voitures à hydrogène qui fonctionnent pas trop mal, du côté de Toyota, du côté de Hyundai, on a des voitures accessibles. On voit également des expérimentations très prometteuses au centre aérospatial allemand avec un projet qui s'appelle Balise. Le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, cette technologie H2, cette pile à combustible qui fabrique de l'électricité à partir de l'hydrogène, elle est souvent réservée dans l'opinion publique pour les véhicules lourds, pour les camions, les bus ou les flottes d'utilitaires. On a encore du mal, en réalité, à acheter une voiture à hydrogène et ça va venir. BMW devrait présenter un nouveau modèle. Il y a surtout des projets très intéressants du côté des étudiants. J'ai remarqué par exemple un projet à l'école d'ingénieurs ISAT qui travaille sur un modèle à hydrogène avec Citroën. On teste beaucoup de choses, c'est un peu le test and learn, mais qui est assez clé à l'école du futur. Et qu'il faut justement absolument appliquer, parce que c'est justement en essayant qu'on peut parfois trouver, même en se trompant, figurez-vous. C'est encourageant tout ça, Guillaume, mais comment est-ce que concrètement on va trouver de l'hydrogène au coin de la rue ? On sait que le gouvernement voulait déployer un plan pour les recharges électriques. 100 000 étaient promis avant la fin de l'année. On est plutôt à 50 000 pour l'instant. L'hydrogène, on va le trouver où ? Alors en réalité, il y a deux challenges à relever. C'est d'abord le stockage, c'est-à-dire que c'est un gaz qui est très peu dense, donc il faut souvent beaucoup de place pour le stocker. Donc là-dessus, les ingénieurs travaillent dessus. Et puis il y a surtout la manière de produire l'hydrogène qui est plus ou moins énergivore. Il faut distinguer l'hydrogène vert qui est produit par électrolyse de l'eau, qui ne nécessite l'emploi d'aucune énergie fossile, l'hydrogène gris qui va utiliser le méthane avec le vaporoformage par exemple, et puis l'hydrogène noir qui est issu du charbon. Celui-là, il est particulièrement émetteur en CO2.
95% de l'hydrogène aujourd'hui est de l'hydrogène noir, donc on a envie d'encourager les ingénieurs et les étudiants pour arriver à de plus en plus d'hydrogène vert. Et oui, l'hydrogène vert, c'est le futur peut-être de la mobilité, en tout cas énormément d'industries, et le secteur de la mobilité mise dessus. C'est important donc de pouvoir bien comprendre ce qui se passe en matière notamment de chimie pour pouvoir embarquer à bord de cette révolution de l'hydrogène. Nathalie, quand vous voyez ce qui se passe justement dans le secteur de la mobilité, le recours à ces énergies vertes et parfois même renouvelables, en tout cas le moins carboné possible, vous vous dites que là aussi, dans le secteur qui vous occupe, qui est celui de l'immersion, tout est possible ? Oui, en tout cas, ce que nous on regarde, c'est que c'est sûr qu'on utilise des smartphones et des ordinateurs, donc empreinte carbone. Ce qu'on essaye, on se dira pas qu'on est vert parce qu'on utilise ces machines, mais en tout cas, on essaye d'avoir le moins d'aller-retour sur les serveurs, etc. Le téléphone et l'ordinateur créent un réseau local, donc les données, la vidéo n'est pas envoyée, etc. Donc on réfléchit à tout ça. Et après, en termes de mobilité, typiquement, quand on va courir dehors, quand on va faire du vélo, quand on va d'un déplacement à un autre en vélo, dans le futur, on va l'encourager puisque ça permettra d'avoir des points, des éléments dans nos jeux. Et vous voyez, rien ne se perd, tout se transforme sur le plateau de l'école du futur. Des EdTech qui nous permettent de mieux apprendre la pratique sportive jusqu'à la mobilité. Il n'y a qu'un pas. Et c'est celui, évidemment, qu'on a franchi avec vous aujourd'hui. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci, Guillaume. Comme toujours, on te retrouve demain, même lieu, même heure. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et le handle @SchoolTV. À demain. Merci.